Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 29 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, des indices étrangers, notamment aux États-Unis, hein, le Dow, le Nasdaq, le CAC 40 évidemment, et puis on fera un petit point sur les actions qu'on suit sur le portefeuille et les actions abonnées, les actions que vous suivez, hein. N'hésitez pas à me les demander souvent. S'il y a beaucoup de personnes qui me les demandent plus souvent, j'en parlerai plus évidemment. Alors, et de l'inflation aussi aux États-Unis. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec l'inflation, hein, aux États-Unis. Le pouvoir d'achat des ménages PCE Core, c'est quoi? Ça mesure le pouvoir d'achat des ménages moins l'alimentaire et l'énergie. Donc forcément, si on a des hausses, ça veut dire qu'on a une inflation et c'est pas forcément ce qu'on attend en ce moment. Là, c'est le graphe mensuel, donc par rapport au mois précédent, on voit qu'on a un petit rebond, hein, on est à 0,4. Alors, les chiffres qui sont tombés cet après-midi, c'est exactement ceux attendus. Donc, il n'y a pas eu forcément de grosses variations, de grosses surprises, parce que c'était donc identique. Mais alors, ça baisse, mais ça baisse pas autant qu'attendu. On va le voir avec le graphe annuel qui est un peu plus parlant. Donc le voilà, hein, c'est les PCE Core, donc ça sert aussi à mesurer l'inflation, hein. Il y a différents indicateurs qui mesurent l'inflation. Celui-là est relativement important, notamment pour la Fed, hein, la Banque fédérale américaine, qui va déterminer les taux directeurs. Donc on voit qu'on a une baisse de l'inflation, hein, depuis un an maintenant. Sur les PCE Core, on est à moins de 3%, hein. L'inflation aussi, on était quasiment à moins de 3%. En France aussi, aujourd'hui, on était à 2,9 en annuel. Donc c'est bien, on a une continuation de la baisse de l'inflation, mais l'objectif, c'est toujours les 2%. Et les derniers dixièmes, hein, pour passer de 3 à 2, ils sont compliqués à avoir. C'était plus facile de baisser les gros pourcentages quand ils étaient élevés, mais la dernière ligne droite, elle est compliquée. Donc les marchés toujours sous pression à cause de cette inflation rampante, hein, qui est toujours là, et toujours résiduelle, et qu'on n'arrive pas à mettre aux alentours des 2%. Et on va regarder les matières premières avant les indices. Le Brent, c'est le pétrole. On a eu un léger reflux, hein, depuis une dizaine de jours. Et comme dit depuis le début de l'année, voire la fin de l'année dernière, c'est toujours ce gros range-là, entre les 70 et les 85 ou 90, euh, qui vont orienter le cours. Et a priori, jusqu'à cet été, on n'aura pas de gros mouvements, ou alors il faudra un événement spécial, mais pour l'instant, c'est le statu quo sur le prix de l'énergie et du pétrole, surtout en particulier, hein. Donc toujours pas de grosses variations. Euh, Gaz naturel, il n'y a pas grand-chose à en dire non plus, toujours baissier, hein. Il a essayé un pénible rebond. Il y a eu un hiver assez doux un peu partout dans le monde. Donc les réserves qui avaient été faites sur le gaz naturel, hein, ont pas été trop impactées. Donc il y a toujours une demande assez faible sur le gaz naturel. Et le prix qui reste quand même assez bas. Et enfin, on va faire les matières précieuses avec notamment le cuivre. Alors le cuivre, moi je suis toujours plutôt haussier, hein. On va dézoomer pour voir quand même la belle figure que nous met le cuivre avec cette grande oblique là, cette baisse, ce travail qui s'est fait ici à la fin de l'année. Et on va zoomer ce début de sortie. Et puis là, on a tout le travail pour aller retourner la tendance à la hausse sur les métaux précieux, le cuivre en particulier, mais sur la plupart des métaux précieux. C'est pour ça que les minières vont être importantes, je pense, en 2024. Il y a eu une grosse pression dernièrement sur les minières. Et on attend un peu un retour des métaux précieux à la hausse un peu partout. Donc les entreprises qui sont en relation avec ça devraient pouvoir performer un peu plus que les autres et que d'habitude. Donc là, on a quand même le travail qui est en train de se faire pour l'instant sur le cuivre. On n'est pas totalement parti, hein. Pour partir, il faudrait le retrouver au-dessus des 4. On est toujours autour des 3,8, mais on est plutôt favorable aussi. Pour l'or, c'est pareil, on est toujours en embuscade. On peut y voir entre les deux obliques blanches là,
une sorte de congestion qui est en train de se former sur l'or. On le voit avec les plus hauts qui ont tendance à baisser un petit peu. Les rachats quand même sur support, voire légèrement sur une oblique montante. Tout ça, ça se fait quand même dans une tendance de moyen terme haussier. On n'est pas loin du record. Les records a été fait ici fin d'année dernière. A priori, l'or, il devrait pousser cette année aussi vers les plus hauts. Et l'argent aussi, on le voit bien. Alors, belle phase de congestion aussi sur l'argent depuis ici, un mois d'avril 2023, un peu moins d'un an. Un peu plus haut, on a encore cette même oblique qui nous tape les plus hauts et qui nous forme la congestion ici avec le support à 21. Donc c'est ce qu'on avait noté ici avec l'ellipse orange. Le travail de l'argent qui devrait se faire ici pour une sortie vers le haut a priori. Si on a une sortie vers le bas, ce serait un peu surprenant, mais ça mettrait forcément une pression baissière sur l'argent et puis pas mal de métaux. Il faudra voir aussi en corrélation avec les autres, mais a priori, on a un peu quand même tous les métaux précieux qui sont dans des configurations de sortie de congestion vers le haut. Donc c'est à surveiller. Et enfin, les indices avec, on commence par le dos qui est légèrement négatif aujourd'hui. Il était un peu positif, un peu négatif, il n'arrête pas de changer. Il est donc plus ou moins stable autour des 38 000, 38 008, 38 009. Moi, je suis plutôt négatif sur le Dow Jones. Pourquoi? J'en ai déjà parlé. C'était ici, la hausse des indicateurs, la hausse du prix, pardon, ici. Et là, on voit les indicateurs qui sont à la baisse. Donc, il y a une divergence entre les deux. Et généralement, ça précède plutôt un changement de tendance assez fort. Là, comme on est quand même assez haut, on a ces points hauts sur les 39 290 environ. Et depuis, on nous fait quoi? On est sur du 3 chandeliers rouges, peut-être 4 avec aujourd'hui. On n'a toujours pas cassé la moyenne à 20 qu'on avait déjà cassé une première fois, mais on n'en est pas loin, je pense. Et sur le dos, il faudra voir comment vont être digérés les chiffres PCE, mais je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence parce que ça a été quand même comme attendu. Mais moi, je suis toujours plutôt baissier. Alors, ça remet pas tout en cause, la bonne forme quand même de l'économie américaine. Mais c'est plutôt du court terme. À court terme, si on rend ne serait-ce que, on le voit ici, 4-5%, c'est plutôt sain, ça permet de consolider. Et c'est, je pense, une construction qui devrait pas loin d'arriver quand même sur l'indice américain. Alors évidemment, si on rattaque les plus hauts autour des 39 200, 300, il faudra oublier. Mais moi, je suis plutôt prudent sur les marchés US et notamment le Dow Jones. Le Nasdaq, c'est différent. C'est porté par très peu de valeurs qui sont technologiques, qui sont un peu le vent en poupe. Alors même s'il y a dernièrement un peu moins bien, il faut pas trop aller contre des tendances trop fortes quand même. Et le Nasdaq me semble beaucoup plus fort que le Dow Jones dernièrement. Donc toujours plutôt haussier sur le Nasdaq. Un petit point sur la Chine. La Chine qui va mieux, on l'a dit. Là, on a l'indice sur le CSI 300. On a vu le rebond. Et puis maintenant, on va construire. Donc toujours favorable aussi sur le marché chinois. Alors c'est un début de rebond. C'est surtout l'arrêt de la chute plus que véritablement un début de croissance important sur les marchés chinois. Il n'y a pas notamment de chiffres intéressants cette semaine, on verra la semaine prochaine. Demain, ce sera les PMI en Europe et aux États-Unis qu'on surveillera notamment. Allez, on regarde les valeurs intéressantes qu'on suit souvent. Alphabet, on voit cette phase de congestion ici sous l'oblique, et puis on revient sur des niveaux beaucoup joués par la valeur. On le voit autour des 135, 138, 132 par là. Et on arrive bientôt aussi sur la moyenne à 200. Alors on a un support intermédiaire à 124. On a d'autres ici autour des 136. Et surtout une congestion peut-être à aller casser vers le haut. Donc pour Alphabet, on regarde les indicateurs aussi avec la phase de consolidation qui a fait le plus gros, je pense, du travail. En revenant ici sur les zéros, on est aussi assez proche des 30. Niveau RSI, on est à 38.
Alors la fin de conso, elle est peut-être pour bientôt. Au niveau d'alphabet, on peut surveiller aussi l'oblique RSI ici. Donc quand il viendra à casser, certainement, ça relancera Alphabet, qui est toujours haussier, hein. Il y a pas photo pour le moment. Amazon, c'est encore mieux Amazon, hein, parce qu'on a eu ce gap haussier, et on travaille au-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier sur le titre. Les chiffres étaient super intéressants dernièrement, et puis son implication aussi dans l'IA, hein. Amazon, c'est pas que de la vente sur Internet, c'est aussi une division IA qui lui a permis aussi d'optimiser ses marges et et de développer tout son business. Donc oui, c'est une valeur super intéressante aux États-Unis et qui est toujours haussière. Alors un peu cher peut-être maintenant pour entrer, mais à moyen terme, c'est, je pense, toujours une bonne affaire. À court terme, on visera peut-être un repli. Au Rubis, Rubis qui reviennent sur un support, on les attendait un peu plus haut, hein, une réaction un peu plus haute. Finalement, ils sont revenus chercher ce support-là, hein, le support des 59. Alors pourquoi 59? Parce que ici, on avait rebondi au mois de septembre 2021, au mois de juillet 2022, on avait enfoncé un peu durant l'année 2022. Mais ça a quand même servi plusieurs fois de support. Et là, on voit une sorte d'aplatissement un peu de la tendance. Donc peut-être une zone enfin d'accumulation sur le titre. Et puis le cuivre, si le cuivre va commencer à monter, le prix des cuivres va monter, les marges sur Eurobis devraient être plus importantes et devraient permettre aux producteurs de cuivre de voir son cours remonter. Donc c'est ça qu'on attend maintenant pour Eurobis. Dassault Systèmes, j'aime bien la congestion, j'aime bien ici ces derniers jours très peu de volatilité. On le voit, les chandeliers, on les voit à peine. Il y a quelques mèches qui sont pas bien grandes, mais il se passe rien depuis une semaine. Depuis deux trois semaines, hein, c'est du retour à la moyenne. Les Bollinger qui sont bien rapprochés depuis deux jours. On est prêt pour lancer une tendance, on regarde les indicateurs, on est en territoire négatif, on vient d'avoir l'inversion de tendance, on a une marge de progression plutôt importante, on est toujours haussier moyen terme, hein, au-dessus des moyennes les plus longues. L'objectif, bah, c'est dans un premier temps d'oublier un peu les mauvaises nouvelles qui avaient été annoncées ici sur les résultats, qui avaient créé le gap, mais finalement, hein, mauvaise nouvelle, on accumule quand même sur le support, mais on ne va pas enfoncer en dessous, on est en train d'accumuler. Donc on voit pas véritablement de faiblesse sur Dassault Systèmes, hein. Ça a été vendu un peu fort sur les deux premiers jours. Et puis finalement après, on achète parce que les prévisions sont là, parce que les fondamentaux sont bons, et parce qu'a priori, il n'y a pas de catastrophe à venir. Alors ça peut toujours descendre évidemment, hein, mais graphiquement, c'est plutôt intéressant. Et là, cette phase de perte de volatilité, ça invite plutôt à investir maintenant. Alors, De Giro qui a annoncé ses résultats qui étaient bons et qui ont été largement vendus. Donc, moi, je suis un peu surpris quand même de ce chandelier, hein, sur Flatex De Giro. On a commencé la journée légèrement en hausse, on a vendu ensuite, on a rebondi sur la moyenne à 200, comme ça avait été le cas une dizaine de jours avant. Et puis là aujourd'hui on repart un petit peu, hein, on prend 1,7. On est toujours dans cette tendance un peu de consolidation finalement, parce on est monté assez fort, hein, depuis octobre-novembre, hein, comme sur la plupart des valeurs. Octobre-novembre, ça avait déclenché un peu la hausse. On est plutôt sur des prix intéressants, avec beaucoup d'analystes aussi qui sont plutôt à l'achat sur le titre. Les volumes ont été intéressants, et puis aujourd'hui aussi, hein, c'est des volumes plutôt favorables. Alors, il faudra tenir hop, tenir cette zone-là, hein, autour des 9,3 ou 9,18 par là. Mais je suis toujours plutôt favorable sur De Giro. On surveille aussi le RSI, hein, un peu en territoire négatif. Forcément, après la grosse vente qu'on a eue, on est que à 43. Il va y avoir un peu de construction, mais on peut noter quand même deux mèches basses, hein, sur la grosse vente.
peut-être un peu excessive. Déjà, on a méché, et puis le lendemain, hein, on a aussi une mèche basse, et puis on finit plutôt en positif. Donc, c'est à surveiller, mais je pense que les résultats étaient quand même plutôt favorables et devraient permettre à De Giro de continuer sa hausse française de l'énergie. Elle a des bons fondamentaux, les chiffres ont été moyennement accueillis. Elle a des perspectives aussi super favorables. Alors là, on est passé sous les 30 niveau RSI, on est en survente. Pour moi, c'est largement exagéré. Il y avait cette zone des 41,9 qui aurait dû permettre au titre d'accumuler et de rester au-dessus. Malheureusement, elle a cassé à la baisse. On va donc aller chercher ici les 38,75 probablement et surveiller cette oblique, hein, ici avec la moyenne à 20 qui sera quasiment au même niveau dans quelques jours. Bah, pour l'instant, il y a pas grand-chose à faire, mais si on dézoome, on reste quand même dans une tendance de conso un peu forte, mais moi je suis toujours plutôt optimiste sur Française de l'énergie, qui a des bonnes perspectives et qui devrait engranger de l'argent. Et notamment sur les prochains résultats, on savait, hein, que les derniers, les chiffres n'allaient pas forcément être faramineux, mais les dernières concessions, notamment en Lorraine, devraient porter leurs fruits en 2024. Donc on s'attend certainement à une belle explosion du chiffre d'affaires sur Française de l'énergie. Euh, voilà. JC Deco aussi, on en avait parlé, hein. Il y avait notamment ce gap-là qui avait été créé assez récemment. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a comblé. Donc on va l'enlever. On est revenu accumulé sur support. C'est lequel? C'est celui-là, les 18,09. Et on est allé chercher la résistance. On l'a à 19,53, on l'a dépassé. On revient un petit peu. Il y a les résultats, je crois, dans une semaine, résultats annuels sur De Giro. On peut noter quand même cette sorte de canal haussier qui est en train de se créer sur JC Deco, pardon. Et alors, les chiffres étaient un peu moyens quand même au niveau fondamental sur JC Deco. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais l'acheter avant les résultats ou pas. Notamment, hein, la trésorerie qui est pas forcément au mieux, la dette aussi qui est un peu élevée. Alors avec la baisse des taux, ça va aider, mais pour l'instant, on n'a pas de date de baisse des taux. Donc JC Deco, ça va peut-être remettre à dans un mois ou deux enfin la belle remontée. Néanmoins, ce qu'elle montre graphiquement, c'est intéressant. On voit ces moyennes ici les plus longues, notamment la rose, hein, la moyenne à 200, qui est en train de se retourner à la hausse. On le voit bien ici avec cette phase de retournement qui est en train de se faire. Ce canal haussier court terme, il y a quand même des choses graphiquement qui sont plutôt positives. Alors on verra avec les résultats la semaine prochaine. Je crois que c'est le 7 ou le 6. Plutôt favorable quand même, mais il faut faire attention parce qu'en ce moment la bourse est en mode on-off, c'est-à-dire que quand elle aime bien, elle achète, elle fait du plus 4 plus 10, et quand elle aime pas, elle n'hésite pas à sanctionner à coup de moins 10 moins 20. Donc attention quand même, si on n'est pas sûr de son investissement et de son horizon de placement, si on veut investir sur JC Deco, on attendra peut-être les résultats. Alors Neoen qui a annoncé ses résultats aussi, hein, plutôt intéressant. J'ai pas regardé en détail, j'ai juste vu les quelques gros chiffres qui ont été annoncés. Plutôt intéressant. Oui, PER un peu élevé sur Neoen, mais bon, les boîtes qui marchent généralement, c'est toujours des ratios élevés. Alors la chose positive, c'est qu'on est revenu enfin sur ce niveau-là, hein. On va le remettre en vert. Hop. C'est les 23-12. C'est un peu le niveau qu'il fallait pas casser. On l'a cassé pendant 3 jours. Et là, avec les résultats, on revient au-dessus. Alors, on prend 4%. On fait un chandelier rouge, mais on prend 4%. Donc, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est plutôt favorable quand même. Si on tient les 23-10. Hein, parce que le but, c'était ça, on l'avait dit avec ces deux flèches. Retour sur les 23-10, accumulation, et puis on va enfin retenter un retournement, hein, qu'on avait tenté ici au mois de décembre dernier. C'était un échec, mais c'est une action plutôt long terme, Neoen. Et puis elle a pas mal de partenariats avec Engie notamment, des chiffres qui sont bons. Donc pour moi, elle est un peu sous-cotée, Neoen, pour le moment. Elle est boudée par le marché.
Ça reste une belle valeur, je pense. Alors, Newmont avec l'or, c'est pareil, hein, or et alors je crois qu'il y a l'argent aussi, elle fait pas que de l'or, Newmont. Les 29-24 ici, sur la mèche du mois de mars 2020, hop, on a peut-être rebondi dessus. On a cassé le support ici des 33,2, mais c'est pareil, c'est un peu comme sur Neoen, hein, on va peut-être revenir rapidement au-dessus. On espérait, comme sur Eurubis, une cassure un peu plus nette, mais avec les prix des métaux précieux qui tardent à monter, mais qui sont toujours dans des configurations plutôt intéressantes, ça devrait, a priori, remonter prochainement. On attend la confirmation. Pour l'instant, c'est toujours moyen. Mais on voit qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin de stopper enfin la chute, et puis peut-être d'avoir enfin ce début de retournement. Donc on aura peut-être finalement comme ça ici, hein. Hop. Nike intéressant, pas loin de sortir. Alors il manque sur Nike le petit chandelier qui fait plaisir à plus 3 plus 4 avec le gros pic de volume qui nous indique ça y est, on est parti pour lancer quelque chose. Donc ce qu'on attend sur Nike, c'est ça, hein, c'est boum. Ce gros chandelier-là qui nous dit, avec les volumes, maintenant on est rentré, maintenant on est parti pour combler le gap. Pour l'instant, on l'a pas, mais la tendance est plutôt intéressante, hein, après le gros gap baissier. On est en train d'accumuler ici, on n'a pas perdu tant que ça, on est sur les mêmes niveaux. On a réinvesti sur les supports ici qui avaient permis de casser autour des 99 $. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique sur Nike et on est plutôt favorable pour un petit retournement pour aller retrouver le gap. Il faudra quand même un déclic. Opéra un peu décevant, ils ont bien commencé la journée et puis ils étaient à plus 7 je crois en début de journée et puis là on est à peine à plus 1. Mais on met quand même un nouveau plus haut, bien plus haut que dernièrement. Le plus bas, il est aussi plus haut, donc alors, elle fait pas grand-chose, mais elle le fait toujours dans sa zone de travail entre les 10 et les 13. Donc il y a quand même une certaine volatilité, mais elle casse pas vers le bas, elle travaille. Et elle essaye de lancer aussi des séquences. Alors c'est assez erratique, on le voit avec les moyennes mobiles, hein, dernièrement, notamment dû à cette grosse explosion. Donc on a les retours ici des moyennes qui sont un peu spéciaux, mais toujours un peu en attente d'aller enfin retenter la moyenne à 200 et de la casser. Tant qu'on tient ici, hein, les 10 ou un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, c'est une zone, ouais, sur les 10, 10,4. On peut aller chercher le retournement sur Opéra. Il faudra pas les casser à la baisse. Alors sur Orpea, bah, j'en ai déjà parlé, hein, c'est les maisons de retraite. Il y a un regroupement d'actions à la fin du mois. Donc si vous voulez acheter par tranche de 1000 des actions Orpea, vous aurez un regroupement d'actions par millier d'actions, une action nouvelle, et qui cotera autour des 10 euros probablement à la fin mars. Donc Orpea maintenant c'est largement sous-coté, hein, sous-valorisé. Je pense qu'on visera la fin d'année, mais ça devrait remonter après le retour au regroupement d'actions. Alors Seb qui nous a fait un peu peur il y a quelques jours, hein. Alors pourquoi? C'était à cause de Peugeot Invest qui avait vendu sa participation alors je crois que c'était 4 millions de mémoire, 4 millions ou 4 millions d'actions, je crois que c'est 4 millions d'euros, ça part dans Seb. Donc le titre avait un peu dévissé. Et puis le lendemain, on s'est bien repris. Et puis aujourd'hui aussi. Donc moi, je suis toujours sur Seb, hein, toujours dessus, un peu en moins-value pour le moment, mais avec des perspectives toujours plutôt favorables, hein, sur Seb. On le voit avec cette belle sortie, notamment durant l'année dernière, hein, ce travail. Là, on a un peu buté sur les 114. Mais on le voit, hein, cette mauvaise nouvelle qui a été immédiatement rachetée, comme on a pu voir un peu sur L'Oréal ces derniers jours.
avec une grosse chute, et puis finalement, les jours d'après, on regrignote quasiment tout. Donc ça dénote quand même une certaine force, hein, et puis le fait qu'on revienne ici, que ce soit une opportunité d'achat plutôt favorable toujours sur SEB, notamment avec les marchés extérieurs et les marchés chinois qui devraient être intéressants et sur lequel SEB mise beaucoup. Et je pense que ça devrait se traduire dans les chiffres sur les prochains résultats. Donc il faut rester pour moi sur SEB, c'est une bonne valeur. Sartorius, très bonne valeur aussi. On voit ce retournement qui est en train de s'acter. Et puis on a eu un peu peur avec l'augmentation de capital, mais ils ont fait une augmentation de capital éclair qu'ils ont réservé à une certaine partie d'investisseurs. Donc en fait, ça a été fait un peu pas dans la précipitation, mais ça a été fait très rapidement et c'était pas, ça concernait pas tout le monde. Donc finalement, ça a eu peu d'impact sur la dilution. Je crois que c'était de l'ordre de 3 ou 5%, quelque chose comme ça. Alors ça compte un peu, mais finalement, ça a été bien accueilli par le marché. Si on dézoome, c'est plutôt favorable. On voit l'arrêt de la chute, hein, sur Sartorius. On voit la phase ici de retournement sur toutes les moyennes. Le cours qui va chercher sa résistance à 263. Première tentative, premier échec. Les plus bas de plus en plus haut, la baisse de volatilité, hein. Moi, j'aime bien ça aussi, ce petit biseau comme ça. C'est plutôt bien. Donc c'est pareil, hein. Il y a Biomérieux aussi qui sont intéressants dans le domaine médical, mais Sartorius a aussi de belles chances de performer. Est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant? Bah, moi, je serais plutôt favorable. Alors, j'ai pas de ligne, hein, sur Sartorius, mais éventuellement, je rentrerai peut-être prochainement. Et puis, surveiller les 263. S'ils sont cassés à la hausse, on aura certainement une validation, hein, de la tendance à venir sur Sartorius. Téléperformance, on va en reparler, hein, notamment, on a parlé hier. Et j'avais dit quoi? Cette zone-là, la zone des... Hop, alors c'est quoi? C'est 117,75. C'est cette zone-là qu'il fallait travailler pour nous donner un peu le sens de Téléperformance. Et pour l'instant, bah, on regarde. Elle a été la chercher, elle a fait un échec. Donc pour l'instant, on est plutôt dans le scénario numéro 2 où on va continuer de dégrader la tendance sur Téléperformance. Moi, ça me semble sévère quand même, là-dessus. Je trouve que le titre est assez peu cher. Mais il faut jamais aller contre le marché. Le marché a décidé de défoncer Téléperformance, on va le laisser faire. Et puis le jour où il y reviendra, le jour où il se dira peut-être, ah bah c'est pas si cher que ça finalement, il y a des perspectives intéressantes. On le verra sur le cours, on le verra sur les indicateurs et on rentrera. C'est peut-être pour bientôt, hein, peut-être pour dès la fin de semaine ou le début de semaine prochaine. Mais il faut quand même, c'est mieux d'attendre parce qu'on peut avoir encore de l'excès, on peut encore avoir de la sanction et voir le titre un peu végéter ou descendre pendant plusieurs jours. C'est pas forcément le plus intéressant, mais dès qu'on aura un peu un signal qui nous dit c'est peut-être maintenant qu'il faudra revenir sur Téléperformance, oui, donc on surveille les 100, les 118 en gros. Et si on revient dessus, et puis l'oblique ici, l'oblique de résistance, hein, sur les plus hauts, l'oblique baissière, ça peut être intéressant de repasser à l'achat sur Téléperformance, mais on va pas forcer le marché. Uranium Royalty, plutôt intéressante aussi. Alors, elle a une petite résistance à 2,73, hein, qu'elle est venue taper plusieurs fois, plutôt en échec. Mais elle est en train de rebondir ici sur sa moyenne à 200. On a cette phase de consolidation encore assez forte, hein, alors qu'on a connue déjà au mois de novembre dernier. Là qu'on a une plus récente au mois de janvier, février. Et l'oblique RSI aussi, ça fait un moment ici qu'on est aux alentours des 30, hein, on est à 37. Et aujourd'hui, on est en train de la casser, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas de baisse du cours, hein, de baisse du prix ces prochains jours, on aura la confirmation de la cassure de l'oblique RSI. Et au niveau de la consolidation MACD, on voit qu'on a déjà fait le boulot, hein. On est revenu sur la ligne des zéros, on est maintenant en territoire négatif, on n'attend plus que l'inversion de tendance, hein, la petite ligne qui va croiser l'autre. Il y a tout qui est toujours favorable. Alors, il ne faudra pas continuer à descendre. Mais là, elle a bien stoppé sa chute. Elle a des niveaux de zone d'achat, d'accumulation rationnelle plutôt intéressantes. C'est aussi un secteur, hein, qui est favorable, hein, l'uranium.
Et puis on a ce retournement long terme qui a déjà été acté. Donc c'est un peu la vie d'une action, mettre des plus hauts, consolider, mettre des nouveaux plus hauts, reconsolider, repartir. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Et je pense que sur ces niveaux-là, autour des 2,6, 2,7, c'est peut-être un prix intéressant. Moi je suis déjà rentré sur re-rentré, hein. On avait fait pas mal, quelques allers-retours. Donc je suis re-rentré sur Uranium Royalty récemment. Et on va faire les valeurs abonnées. Ah, il y en avait quelques-unes. On va pas faire toutes, hein, qui n'est pas répéter. Air France. Alors oui, Air France, les résultats. J'ai pas regardé les résultats qui sont tombés aujourd'hui. Je regarderai après. Mais le problème, c'est la vente à découvert sur Air France. Il y a un nombre de shorts assez hallucinant. Alors je crois que c'est aux alentours des 5%. Il y a beaucoup de fonds qui sont dessus et ça pèse sur le titre, hein. Et l'avantage, c'est que le jour où le cours se retourne, il y a ce qu'on appelle un short squeeze. Les gros fonds qui sont obligés de se racheter rachètent. Les gens qui veulent rentrer sur Air France rachètent. Donc ça part en flèche, ça part en torche et ça explose. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc c'est l'avantage un peu quand on a des vendeurs à découvert comme ça, c'est de permettre un peu des sorties en force. On peut aussi rentrer quand on aura le début des sorties de fonds normales. Je veux dire, s'ils sortent petit à petit, un à un, et que le cours commence à accumuler sur des niveaux de support, on pourra aussi re-rentrer. Mais le souci, c'est que pour l'instant, il y a encore trop de personnes, trop de fonds en short sur Air France. Donc moi, j'attendrai. Ce qui est pas mal, c'est ici le petit point à 10,16. Il y a une mèche, on a rebondi dessus. Il faudra tenir, mais je pense, alors on avait cette figure, hein, épaule, tête, épaule, cassée, on va chercher le support, c'était attendu. Maintenant, ce qu'il faut faire pour Air France, c'est ça, hop, le petit stylo. C'est attendre probablement une phase d'accumulation autour des 10,16 ou des 10,7 et voir un peu ce qu'elle est capable de refaire, de recasser ici. Et cette grande oblique là autour des 11. Ça va mettre du temps. On cherchera aussi les gros volumes, hein, comme aujourd'hui sur résultat. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour s'intéresser à Air France, donc il faut attendre. Série 9 qui est toujours un peu dans sa zone là, mais qui a encore fait un échec sur sa moyenne à 200, juste sous la résistance à 3,06. Elle a enfoncé un petit peu, elle donne un signal plutôt négatif. Alors je crois qu'elle donnait ses résultats mercredi ou mercredi soir, donc ça a dû être ajusté aujourd'hui, hein, sur la première séance après résultat. Pas terrible, parce qu'on va plutôt taper le bas et puis on risque de continuer à baisser. Donc on avait des choses positives, hein, qui se passaient sur Série 9 dernièrement. Là, on est plutôt inquiet parce qu'on casse les 2,50, qu'on revient sur l'oblique rouge euh, légèrement en dessous. Alors si on réagit ces prochains jours comme ça ira. Mais là, le scénario, c'est plutôt celui-là. Donc attention sur Série 9. Alors, Eiffage intéressante, elle a annoncé ses résultats aussi plutôt favorables. On le voit ici, hein, avec cette période d'accumulation au-dessus de la moyenne à 200. Et puis là, les résultats qui sont tombés. La phase de conso qui était intéressante et qu'on pouvait jouer avant. Pourquoi? Parce qu'on a cette phase ici au niveau de la MACD de consolidation où les indicateurs vont baisser, vont consolider, et le cours, lui, il reste à plat. Donc consolidation à plat, c'est un signe de force. Généralement, c'est favorable. Derrière, on a les résultats, on pouvait éventuellement anticiper et acheter. Et ça a été plutôt le cas. L'objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'aller taper à nouveau les plus hauts, hein, sur les 104. 104 et plus, mais sur FH, on a fait plutôt une belle sortie aujourd'hui. Donc oui, alors à court terme, l'écart il est pas énorme,
Euh, Parce qu'il y a que 3,5%, mais ce sera peut-être pas ça sera peut-être pas l'objectif moyen terme hein, sur FH. On pourra peut-être aller chercher plus haut et lancer une belle séquence ou alors investir peut-être régulièrement sur FH. Ça a donné quand même des signaux plutôt favorables dernièrement. Imeris qui déçoit un peu. On est toujours en train de travailler ici les 29,7 pour le moment. Donc il se passe rien tant qu'on est en train de les jouer. On voit quand même la force des chandeliers hein, qui sont assez gros avec des grosses mèches. C'est en train de travailler cette zone-là. Il faudra attendre plus de jours pour avoir un avis sur la tendance. Est-ce qu'on va tenir? Parce que c'est la zone de la moyenne à 200 intéressante et puis il y a un petit gap euh, qu'on n'a pas comblé. Hein. Ici, c'était au 22 février. Donc on peut encore travailler et relancer à la hausse. C'est sur les métaux précieux, c'est une minière. Donc comme beaucoup, alors elle est un peu mieux orientée que d'autres celle-là parce elle a lancé un plus haut et puis elle a quasiment pas rendu hein, par rapport à certaines comme Eramet notamment. Donc c'est plutôt fort au niveau indicateur. Hein. On a quand même cette phase de conso qui arrive assez fortement. Donc normalement oui, on a le prix qui descend. Mais s'il descend pas trop, on pourra être favorable sur Imeris. Alors Nexity, catastrophique, malgré le fait qu'on ait le cours et l'action qui a été racheté en cours de journée, hein, parce qu'on le voit, c'est vert, ça veut dire qu'on a ouvert ici autour des 9,92 et qu'on a clôturé autour des 10,6, donc ça a été en partie racheté, mais on perd quand même 20% à l'ouverture, on perdait, on perdait 25%. Donc on a récupéré 5% durant la séance, mais on a quand même un gros gap super important et un signal très négatif sur Nexity. Donc moi, quand je vois ça, j'ai plutôt pas trop envie d'investir et d'attendre d'avoir la confirmation. C'est plus prudent. Alors oui, si vous êtes super favorable pour le long terme, ça peut le faire, mais généralement quand on a des grosses sanctions comme ça, c'est rare d'avoir derrière le cours qui remonte comme ça en flèche. On a plutôt des scénarios où on a des confirmations de tendance à la baisse et ça revient plusieurs mois pour retrouver un cours au-dessus de ce cours-là pour à nouveau combler le gap. Donc moi j'aime pas ce genre de choses, surtout que c'est sur résultat, donc il faudra attendre. Vous avez le droit de l'acheter si vous voulez, mais moi j'éviterai. Palo Alto qui a fait son rebond technique. Alors, bah voilà un exemple, euh, mais qui est différent de celui de Nexity. Alors moi, j'avais un peu peur sur le rebond technique de Palo Alto, mais on avait quand même certaines choses qui pouvaient nous faire investir sur le rebond de Palo Alto. On va en parler, parce que là, on a une baisse de 28% hein, ça devait être des résultats. Et on est arrivé où? On est arrivé sur un support. Le support des 258 qu'on voit bien, la moyenne à 200 et le cours est haussier. Donc ça fait trois choses. Support oblique, support de moyenne et tendance haussière. Donc ça fait trois choses positives pour repartir. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors moi je ne l'aurais pas tenté, mais on avait quand même quelques possibilités. Et on le voit, le rebond est plutôt important parce que si on l'avait pris, allez, on va dire à la clôture de la veille, c'est-à-dire ici, on en est à plus 17%, donc c'est intéressant. L'inverse avec Nexity, c'est quoi? C'est que la tendance elle est baissière, que là on est dans le vide, on est en dessous de toutes les moyennes, il n'y a pas de zone de rebond. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir sur des sanctions comme ça. Moi j'éviterais de rentrer sur Nexity.
Et les autres, bah, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, que vous avez en portefeuille. N'hésitez pas à les rappeler souvent et à les demander, même si vous êtes plusieurs personnes différentes à vouloir la même. Comme ça, je la mets et je la suis plus souvent si elle est appréciée par tout le monde. Bon trade, à plus!